Arné est donc connu principalement parce qu'il est le constructeur du temple d'Apédémaque, le dieu lion Apédémaque, qui est le dieu principal du panthéon proprement méroïtique. Et ce temple conserve de magnifiques représentations de lui, hein. Ici, je vous ai mis deux images tirées du mur sud et du mur nord de ce temple. Avant que ce temple soit découvert, il a été retrouvé en fait en blocs dispersés et remonté en 1969-1970 par l'équipe donc de Berlin-Est. Avant ce temps-là, on ne connaissait Ernest Rachmani que par cette égide à l'effigie de la déesse Isis que vous voyez ici et qui porte sur la gorge le double cartouche équivalent à celui que nous avons vu sur le cistre d'Ernest Rachmani. Eh bien, ceci qui a été retrouvé à Kawa par les équipes britanniques vers les années 1930 était la seule représentation, enfin la seule mention de ces cartouches que l'on avait avant la découverte de son temple à Moussawarat. Alors voici donc sur la droite les deux cartouches équivalents à ce que nous avons vu sur le cistre de Kheper Karé à Ernest Rachmani. Et puis sur la gauche, nous avons les inscriptions du temple du lion de Moussawarat. Alors celle-ci comporte en revanche dans les cartouches des épithètes. Alors l'épithète, nous la voyons ici, c'est Aimé d'Amon, Ansjet, qu'ils vivent éternellement. Amon est un facteur commun à la fois au nom Arné Rachmani, Amani est le nom d'Amon en méroïtique, et puis à l'expression égyptienne Meri Animen, Aimé d'Amon. Donc par la suite, Arné Rachmani a changé et adopté une titulature où il est Aimé d'Isis. C'est ce que nous voyons effectivement sur le cistre. En caractère pas très beau, il faut bien dire que le, le scribe ou le lapicide qui a tracé ces signes était véritablement pas un grand artiste. Et bien là, nous voyons donc Meri Anicet, hein, Meri Isset, et Arné Rachmani, Aimé d'Isis. Alors ce changement doit correspondre à celui qui s'est produit plus au nord, dans le royaume d'Égypte, où Ptolémée III était dit Aimé d'Amon, hein, et a été donc remplacé sur le trône par son fils Ptolémée IV, qui lui s'est fait appeler Aimé d'Isis. Nous voyons ici le début de l'engouement pour le culte d'Isis, qui va déborder très largement les frontières de l'Égypte, puisqu'on trouve des Iséias, des temples d'Isis un petit peu partout, jusqu'à Paris, hein, jusqu'à Lutèce, disons. Donc ce changement d'épithète, d'Amon à Isis, nous donne une date pour le cistre d'Arné Rachmani. Il doit donc dater d'après l'installation au pouvoir de Ptolémée IV, donc les épithètes des rois lagides, des Ptolémées, ayant été souvent copiées par les rois de Couche. Donc 220, peut-être 215, 210, mais guère au-delà, nous avons ici une date relativement précise. Alors jetons maintenant un coup d'œil sur l'inscription méroïtique. Les inscriptions que l'on trouve sur les cistres sont en général sur le manche. Nous avons l'exemple ici du cistre des Noutaouis, je suis désolé, l'image n'est pas très précise, mais on voit que comme sur le cistre d'Arné Rachmani, les côtés du manche possèdent une sorte de petit plumetis, hein, et l'avant et l'arrière comprennent deux panneaux où se trouve une inscription. Alors dans le cistre des Noutaouis, l'inscription est en égyptien. En revanche, dans celle d'Arné Rachmani, elle est en méroïtique. Alors voici cette inscription. Donc les étudiants qui ont travaillé avec moi sur des textes de basse et de moyenne Nubie au IIe siècle
après Jésus-Christ, voit qu'on a affaire ici à quelque chose d'extrêmement ancien qui ne ressemble pas beaucoup aux inscriptions qu'ils connaissent avec ces très longues queues de signes, par exemple. Ici, nous avons des signes qui sont plutôt bruts de décoffrage. Alors, passons maintenant à la translittération. Vous savez donc que le méroïtique est une langue qui n'est pas totalement déchiffrée, aussi bien les textes funéraires sur lesquels nous avons beaucoup travaillé cette année sont en général bien compris, mais en revanche, un texte comme celui-là, qui est nouveau, qui est très ancien, à vrai dire, beaucoup d'éléments nous échappent. En voici donc la translittération, donc des 13 lignes qu'il comprend. J'en profite pour signaler que vous voyez que le signe de séparation ici n'est pas les deux ou trois points qu'on va trouver plus tard, mais une sorte de barre qui sépare les éléments. Ce genre de choses est systématique dans cette époque très ancienne. Nous l'avons vu un petit peu plus tôt pour le graffito de Moussawarat, à la différence près qu'ici nous sommes en colonne et donc les barres de séparation sont horizontales, tandis que sur le graffito de Moussawarat qui lui est écrit en ligne, eh bien les barres de séparation sont verticales. Donc que peut-on comprendre ici? Eh bien le nom du roi, donc nous y reviendrons. Et puis ensuite, ce Korikala, qui signifie donc la Kala du roi Elangramani, du roi Arneramani. Et puis sur la deuxième ligne, nous avons ce qui est très probablement un nom propre, Tabededito. Et puis on comprend ensuite la fin, c'est-à-dire Isis a été donné, bien que la forme du verbe donner ici n'est pas très très claire. On ne possède pas jusqu'à présent de terminaison en C pour ce genre de forme. Alors comment comprendre cette Kala du roi en Eramani? Donc le Kala en question est très probablement un terme de parenté parce qu'il se trouve en position de génitif direct, et ceci par rapport à un individu. Or, vous savez que la construction génitivale directe en méroïtique correspond à une relation dite inaliénable, c'est-à-dire une relation qui ne peut pas changer. Et c'est généralement le cas des formules de parenté. Donc on s'attend à avoir un terme que nous ne connaissons pas jusqu'à présent, qui désigne donc une parenté avec le roi Arneramani. Alors, une petite chose, ce cas-là comprend l'article, là, bien entendu, et donc il reste juste cas, ce qui ne correspond pas vraiment à la structure des mots méroïtiques simples, où on attend en général une première consonne, présente ou absente, une voyelle, et puis une deuxième consonne. Donc il y a fort à parier qu'on a ici une assimilation, comme il en existe tant d'exemples en méroïtique. Alors, un des exemples qui nous intéresse, c'est celui du frère. Le frère, c'est Willa, et en fait, c'est une assimilation pour Wid-la. Eh bien, je pense qu'il s'agit de la même chose ici, et que le cas en question doit être construit comme CAD avant assimilation. Alors, ce CAD, eh bien, on a d'excellents cognas en nubien. Donc, je vous rappelle que le nubien est la langue qui génétiquement est la plus proche du méroïtique. Donc, en vieux nubien, on a le terme koud, et puis, le terme est passé en nubien kunus, en nubien kénouzi, donc la langue nubienne qui est parlée dans la région d'Aswan en Égypte. Et là, koud signifie l'épouse secondaire. Donc je pense qu'ici, nous avons affaire à la même chose. La correspondance est excellente. Il est à peu près habituel d'avoir A en méroïtique lorsqu'on a OU en nubien. Enfin, le nom Tabedelito, c'est probablement à l'origine une forme verbale, mais c'est devenu un nom l'on trouve beaucoup pour les femmes. Notamment par exemple Wiritelito, qui est une femme d'une puissante famille de Karanok, au IIe siècle de notre ère. Et puis à Sedinga, nous avons trouvé il y a quelques années donc une stèle donc d'une femme qui s'appelait Takatelito. Donc, je pourrais citer d'autres exemples. Nous avons de fortes chances ici d'avoir le nom de cette épouse secondaire d'Arneramani. Alors, est-il normal de posséder un sistre
pour une épouse secondaire, eh bien oui, effectivement, les femmes de la famille royale sont extrêmement souvent représentées comme jouant du sistre. C'est le cas ici au Djebel Barkal, dans le temple qui est creusé sous le Djebel Barkal, le temple de Mout, donc réalisé par le roi Taharko, pharaon de la 25e dynastie. Et nous voyons donc ici Taharko suivi de sa grande épouse royale devant le dieu Amon de Napata. Donc l'épouse royale en question, qui s'appelle Amanitakté, hein, brandit ce cistre devant donc le dieu. Et l'inscription, vous voyez au-dessus de sa couronne, on voit le nom dans son cartouche, Amanitakté, et on peut lire ici Iret Sesechet en Herek, jouant du cistre pour ton visage, devant ton visage. Dans le même temple, mais cette fois-ci à l'entrée du temple, se trouvait ce relief, aujourd'hui très abîmé, qui représente non pas l'épouse de Taharko, mais sa mère, la reine Abala. Bien, nous la voyons effectivement derrière le roi, jouant du sistre. Le roi lui-même présente donc la Maat, le symbole de l'ordre du monde, au dieu Amon, qui cette fois-ci est non pas le dieu Amon de Napata à figure de bélier, mais le dieu Amon de Thèbes à figure humaine. À l'époque méroïtique, eh bien, nous retrouvons des choses semblables, mais cette fois-ci, non pas devant un dieu, ce qui a pu se faire hein, d'ailleurs, mais devant un roi divinisé. Nous sommes ici dans la chapelle de Bejraouia Nord 7, c'est-à-dire la tombe du roi Arkamani II, le fils et successeur d'Arné-Ramani. Et nous voyons donc la reine, la grande épouse royale, debout derrière le trône du roi, suivie d'une épouse secondaire qui joue du sistre devant le roi divinisé. Le roi vient de passer les épreuves du jugement d'Osiris, a été déclaré donc bienheureux et est divinisé. Juste une génération, deux générations plus tard, nous avons ici la même représentation en Bejraouia Nord 12, c'est-à-dire la tombe du roi Tanéi Damani. Nous y voyons effectivement le roi assis en majesté, protégé par la déesse, une toute petite déesse Isis qui se trouve derrière son trône, et une opulente épouse royale qui joue du sistre aux oreilles du roi divinisé. Alors ce sistre d'Arné-Ramani, non seulement est un très bel objet, non seulement fait remonter l'écriture méroïtique au règne d'Arné-Ramani, dont nous avions quelques suspicions en ce sens, il faut bien dire, depuis quelques années avant l'apparition du sistre, mais aussi il constitue en paléographie un objet qui nous apporte des chaînons manquants. Alors voici donc paléographiquement des caractères méroïtiques qui sont vraiment significatifs, c'est-à-dire qui ont vraiment changé au fur et à mesure de l'écoulement du temps. C'est le cas du E, c'est le cas aussi par exemple du W, et surtout celui du T qui a énormément changé. Alors, tout en haut, vous avez les signes tels qu'on les trouve dans la grande stèle de Barkal du roi Tanéi Damani vers 150 avant Jésus-Christ. Ensuite, donc le sistre en dessous, le sistre donc datant d'à peu près 220 avant Jésus-Christ, et probablement contemporain, le médaillon de Doukigel et le graffito de Moussawarat. Alors le signe qui va nous intéresser, c'est le signe E. Alors vous voyez dans ce graffito archaïque qui vient du temple de Kawa, plusieurs formes qui sont un petit peu concurrentes dans la même inscription. Alors d'où peut venir ce E qui à l'époque classique se présente un petit peu comme ici en bas de ce tableau en REM 1044, comme une forme de crochet. Et si on regarde les candidats donc à
à la généalogie de ce signe, eh bien, il n'y a pas grand-chose de convaincant, à vrai dire, hein. L'hiéroglyphe n'est pas une forme cursive. Le démotique, aussi bien romain que ptolémaïque, ne ressemble pas du tout à ce crochet, hein. L'hiératique et les hiéroglyphes cursifs non plus. Mais en fait, grâce au sistre d'Arné-Ramani, on s'aperçoit que effectivement, il y a une origine évidente, et c'est celle par les hiéroglyphes cursifs, et non pas, comme on aurait pu s'y attendre, par le démotique. Donc si l'on regarde la forme de la cursive des hiéroglyphes cursifs, on s'aperçoit que cela est totalement semblable à une première série de « et » que l'on trouve sur le sistre. Alors assez curieusement, mais cela n'est pas vraiment étonnant dans la mesure où nous avons déjà vu que les scribes méroïtiques adorent varier, eh bien il y a une deuxième forme qui est plus évoluée, mais que le même scribe utilise aussi dans le même texte du manche du sistre. Donc on voit ici que depuis cette forme très proche du hiéroglyphe cursif, qui est un panicule de roseau à l'origine, eh bien on a une deuxième forme où le petit trait est descendu jusqu'au bas du signe. Et puis si on passe maintenant à Kawa, donc au graphito du temple de Kawa, on s'aperçoit que le grand trait a été réduit, hein, cette espèce de grande courbe, finalement, s'est réduit et fixé sur le deuxième trait. Nous passons ensuite à Moussawarat, au graphito de Moussawarat, et nous voyons quelque chose qui s'est déjà produit d'ailleurs dans un des signes de Kawa, c'est-à-dire que la grande courbe devenue plus petite est remontée, elle a migré vers le haut du deuxième signe. Et puis enfin, à l'époque de Tanei Damani, on en arrive à la forme canonique du signe qui ressemble à une sorte de crochet. Eh bien tout cela, cette évolution à partir de la cursive, et non pas, comme on aurait pu penser, du démotique, c'est quelque chose que nous ne pouvons reconstruire que grâce au sistre et donc à cette nouvelle inscription. Donc on peut reconstruire le scénario suivant pour l'apparition des écritures méroïtiques. Donc à l'époque napatéenne existe une forme locale de démotique que nous pourrons appeler démotique napatéen. Nous avons vu par exemple le nom d'Amon dans le médaillon d'Ukigel qui était écrit dans ce démotique de couche, ce démotique napatéen. Ensuite apparaît probablement au début du royaume de Méroé l'écriture méroïtique cursive. Alors cette écriture, elle est attestée pour la première fois de manière datable sous le règne d'Arné-Ramani et particulièrement grâce au sistre et au graphito de Moussawarat pour lesquels nous avons des datations précises. Et ce n'est que plus de 50 ans plus tard, sous le règne de Tanei Damani, que l'on va remplacer les hiéroglyphes égyptiens par des hiéroglyphes inventés d'ailleurs, à partir de la cursive, et c'est donc la création d'une deuxième écriture méroïtique, l'écriture hiéroglyphique, qui, contrairement à l'Égypte, a suivi et non pas précédé l'apparition de la cursive. Alors venons-en au nom du roi que j'ai gardé pour la fin. Donc nous avons vu qu'à Moussawarat et sur le sistre, le nom du roi est transcrit en égyptien. Alors il est non seulement transcrit en égyptien, mais lorsque nous parlons du roi Ar-Nehramani, avec un A au début et dans le nom d'Amon, et avec un E, hein, il s'agit de quelque chose qui est totalement artificiel. C'est une prononciation égyptologique classique, mais qui ne correspond pas à la prononciation réelle. Et deuxièmement, nous sommes ici en présence d'un cartouche qui comprend donc des signes phonétiques qui rendent approximativement le méroïtique. Donc vous voyez que déjà la transcription en hiéroglyphe égyptien
déforme forcément le nom original du roi, et que ensuite, en le transcrivant nous-mêmes Arnéchamani, les égyptologues modernes ont déformé une deuxième fois le nom. Donc en fait, Arnéchamani ne donne pas vraiment une idée très précise de ce que devait être son nom en méroïtique. Donc vous voyez que en égyptien, il est transcrit avec un yod présent ou non, hein, plus un R, un N, la vélaire, la fricative vélaire Ra, et puis le nom d'Amon. Bon, pour le nom d'Amon, Amani, ça c'est quelque chose dont on est à peu près sûr, on a des équivalences, même en grec, et nous savons, par le nom d'Ergaménès, nous savons effectivement que le nom était prononcé Amani en méroïtique, alors qu'il était prononcé Amun en égyptien tardif. Alors, sur le sistre, le nom n'apparaît pas exactement de la même manière, il apparaît avec un E au début, et non pas un A, hein, et non pas avec un R, mais un L. Bon, ça c'est normal, les Égyptiens ne connaissant pas le son L, en général ont utilisé R pour les deux, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans les transcriptions depuis le grec, le nom du roi Ptolémée, de la reine Cléopâtre, peuvent être donc écrits avec un signe, celui du lion ici en l'occurrence, qui transcrit originellement un R. Mais il y a quelque chose de particulier de plus dans la transcription, dans le nom originel en méroïtique du roi Arné-Ramani, c'est qu'il manque en fait un N. Le N que nous avons dans les deux transcriptions de Moussawarat et du Sistre n'apparaît pas en méroïtique. En méroïtique, on a Elahamani et non pas un N. Alors comment comprendre cela? Eh bien, il faut penser que l'ajout du N dans les cartouches en égyptien est le fait non pas de scribes égyptiens, mais de scribes méroïtes qui connaissent l'égyptien. Donc ils ont trouvé un moyen de transcrire un son qui était noté en méroïtique par X, hein, c'est-à-dire qu'on pense être qu'on pensait jusque-là être simplement la fricative vélaire, hein, mais en fait, on s'aperçoit qu'ici et dans d'autres cartouches, ce son est transcrit à la fois par un N et par Re. Donc le N, c'est une nasale, le Ra, hein, c'est une vélaire, et bien c'est une façon de transcrire la vélaire nasale. On retrouve la même chose quelques décennies plus tard, un petit peu plus tard d'ailleurs, vers 60 après Jésus-Christ, plutôt 300 ans, dans le nom du prince Arikan Haror. Donc vous pouvez voir que la transcription égyptienne comprend un N, hein, qui correspond à la petite vague qu'on trouve donc dans le cartouche, hein, mais qu'en revanche, en méroïtique, le nom est transcrit Arika Haror. Donc là aussi, hein, on a un son méroïtique que nous transcrivons nous par un X et qui correspond à deux lettres en égyptien. Eh bien, la réponse à cela, c'est la même que par exemple celle qui explique qu'en anglais, dans le mot king, ce son à la fin soit une vélaire nasale et transcrit par à la fois une nasale, le N, et une vélaire qui est le G. Donc c'est une façon, si vous voulez, de combiner les deux articulations qui permettent de transcrire un son qui n'existait pas en égyptien, qui est le son N, la vélaire nasale, que nous avons donc à la fin du mot king en anglais, et qui est un son extrêmement fréquent, une consonne extrêmement fréquente dans les langues de la même famille que le méroïtique, et notamment en nubien. Et bien ici, en fait, nous pouvons essayer de reconstruire comment était prononcé le nom du roi Arnechamani. La prononciation était très probablement quelque chose comme Elangamanai. Alors, est-ce que je vais donc proposer en tant que spécialiste du méroïtique qu'on rectifie partout le nom d'Arnechamani et qu'on le remplace par Elangamanai? Pas vraiment. Lorsque j'étais jeune, l'impératrice douairière, la dernière de Chine, possédait un nom transcrit par Tse-Hi. En, en Angleterre, hein,
dans les régions anglophones, on transcrivait ce nom Tsursi. Et puis maintenant, il faut utiliser, et on trouve donc quelque chose qui s'écrit Sixi, mais qui très probablement, de toute façon, se prononce à peu près de la même manière, hein, c'est-à-dire quelque chose comme Tsihi. Eh bien, je voudrais éviter qu'on ait ce changement perpétuel, et il faut penser un petit peu à ceux qui abordent la civilisation méroïtique et à nos étudiants, et non pas les noyer en changeant sans arrêt les transcriptions. Donc, pour qu'ils puissent se retrouver dans l'histoire du royaume de Méroé, je propose de garder la forme Arnechamani. De toute façon, il est à peu près certain qu'on n'aura jamais l'équivalent exact de ce qu'était la prononciation de ce roi. Je vous remercie.